Elle était la plus belle, la plus mystérieuse des colonies françaises. On disait de l'Indochine, c'est la perle de l'Empire. Un territoire qui englobait le Cambodge, le Laos et le Vietnam. La France s'y était installée sous le Second Empire. Elle avait mis en valeur, éduqué, puis exploité ce pays pendant près d'un siècle. En octobre 1954, l'aventure coloniale prend fin. Hanoï pavoise. Ho Chi Minh, le leader nationaliste, a obtenu l'indépendance et installé un gouvernement communiste au Nord-Vietnam. L'armée française fait ses bagages après 9 ans de guerre et une défaite militaire à Dien Bien Phu. La France dit adieu à l'Indochine. Un conflit lointain, dont la mémoire a survécu à travers des milliers de témoignages, les lettres écrites par des combattants. Ce ne sont plus des soldats qui parlent, ce sont des fils, des fiancés, des maris, qui se confient grâce au seul lien qu'ils gardent avec les leurs. L'encre et le papier. Ma chérie, ça fait du bien de t'écrire. Sans toi, je ne serais rien. Loin de toi, je suis si peu de choses. 12 000 kilomètres. Mes petits anges, n'oubliez pas de faire chaque soir une prière pour votre papa. Et toi, Pierre, chère maman, que tu es grand, dans ce pays charmant, il pleut chaque jour un peu plus fort que la veille. Nous passons nos journées à patauger dans la boue. Toujours sans nouvelles. J'aurais cru recevoir une lettre. Tu sais, je pense si fort à toi. Ça fait tant de bien de savoir que quelqu'un vous aime. Tous ces mots venus du cœur racontent la guerre d'Indochine à la première personne. De cette guerre oubliée, nous avions gardé en mémoire quelques images grises, les morts dans les rizières, la boue du Tonkin. Mais personne n'avait jamais vu ces films, tournés par des soldats qui avaient glissé une caméra d'amateur dans leur pactage. Cette vision inédite de la guerre, ces images d'Indochine, sont restées plus de 60 ans entre les mains de celui qui les a filmées, Lucien Le Boudec. Après avoir vu ces films, Bertrand et Agnès, ses enfants, ont voulu en savoir davantage sur sa vie en Indochine. Ils ont fouillé, retrouvé des liasses de lettres, les courriers échangés à l'époque avec sa mère. Celle qu'il relie a été envoyée le jour de son départ à bord du paquebot pour Saïgon. Ma chère maman, cette première lettre d'une série qui menace d'être longue. Je ne reviens que dans 2 ans. Il faut absolument que tu penses à l'avenir et non pas à ce qui peut m'arriver. Lucien vient de s'offrir sa première caméra. Ces images sont avant tout destinées à sa mère. Il lui écrit: Tout ce que je filme a pour but de te faire connaître les camarades qui partent avec moi. Plus tard, tu pourras voir ce pays que nous allons découvrir. Pendant tout son séjour en Indochine, il écrit plusieurs fois par semaine à sa mère. Lucien Le Boudec est né à Paris en 1923, d'un père inconnu. Sa mère, employée de maison, veut le sortir de son milieu. Il va faire des études. Indigné par la défaite de 1940, Lucien rejoint le maquis.
Après la Résistance, il entre à Saint-Cyr et sort sous-lieutenant de l'école de cavalerie de Saumur. Alors, un jour, sa mère a dû le voir partir faire la guerre au bout du monde. Beaucoup de jeunes Français s'embarquent en 1945. Ils vont chasser les Japonais qui ont envahi l'Indochine. Mais le 2 septembre 1945, la Deuxième Guerre mondiale prend fin. Le Japon capitule, et Ho Chi Minh, apprennent-ils, a le jour même proclamé l'indépendance du Vietnam. Ces soldats partaient pour une guerre de libération, les voilà entraînés dans une guerre coloniale. Ce corps expéditionnaire, composé de métropolitains, sera rejoint par la Légion, puis par des troupes venues d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Tous ces hommes arrivent aussi curieux que méfiants. Leur tête est pleine d'idées toutes faites, de souvenirs de bandes dessinées, de jaunes fourbes et cruels. La réalité leur apparaît pourtant toute différente. Lucien Le Boudec filme et écrit à sa mère « Mes yeux ne sont pas assez grands, tout me paraît nouveau. Les associations de parfums, la subtilité des saveurs, et un émerveillement définitif devant la grâce des femmes, la beauté de leurs gestes, la délicatesse de leurs regards. » Les jolies vietnamiennes, c'est naturellement la première impression de ces garçons de 20 ans. Ils n'auront pas le temps de faire connaissance. Le Viet Minh les attend. Ils partent pour les rizières en direction du nord, chasser les partisans d'Ho Chi Minh qui ont pris le maquis. Au départ de Paris, Lucien Le Boudec a acheté 2 cartes géographiques de l'Indochine, l'une qu'il conserve, l'autre qu'il a laissée à sa mère. Il lui écrit « Chère maman, n'oublie pas que tu peux suivre mes déplacements à travers le pays. Il faut te souvenir que le Sud, Saïgon et la Cochinchine sont des régions à population chrétienne qui nous sont favorables. Le Nord, le Tonkin, Hanoï soutiennent plutôt la rébellion communiste. » Sous le commandement de Leclerc et Massu, l'ordre est peu à peu rétabli au sud, en Cochinchine. Yves Arbello est engagé aux côtés de Leclerc. Aspirant dans l'infanterie coloniale, il est très lié à Claude, son frère cadet, depuis la mort de leurs parents. Il lui écrit fréquemment. Mon vieux frère, incroyable, mais l'ennemi s'est presque volatilisé. C'est une véritable promenade militaire. Aujourd'hui, nous embarquons pour le nord, vers Canto. Tout est calme, même si nous avons croisé sur le fleuve 4 cadavres qui flottaient, la tête coupée. Note bien que plus loin, nous avons dû nous désaltérer avec l'eau du Mékong. Un autre de ces soldats a tourné ces images d'amateurs au retour d'une patrouille. Le corps expéditionnaire est à la recherche d'un ennemi qui se dérobe, qui est partout et nulle part à la fois. Ce sont les débuts d'une sanglante partie de cache-cache entre l'armée française et les partisans du Viet Minh. Ce que ces films montrent aussi, c'est l'insécurité qui règne hors des villes. Les routes sont régulièrement défoncées ou endommagées par des engins explosifs. L'armée doit les protéger. Ce n'est pas à ça que s'attendait Lucien Le Boudec. Il écrit à sa mère « Nous qui pensions venir en libérateur, notre seul travail c'est de déminer une route le matin et de la garder toute la journée pour permettre au convoi de passer sans risque. Activité des plus déprimantes. » Guy de Chaumont-Guitry a lui aussi participé à la libération de la France avant de s'engager pour l'Indochine. Il a 23 ans. À ses parents, il écrit « Le pays est splendide. Ce serait si beau si vous étiez là et que ce soit la paix. Ici, du soir au matin, nous patrouillons. Nous surveillons ces petits sentiers ravissants qui se perdent le long des berges dans les fleurs. Hélas,
C'est un paradis interdit, car pénétrer dans cette splendeur serait y laisser la vie. Mais le Viet Minh est loin d'être leur seul adversaire. Avec ses pièges, la forêt tropicale est un véritable jardin de supplice. Beaucoup de ces jeunes recrues n'en mesurent pas les dangers. Guy de Chaumont-Guitry écrit à son père « Face à cette nature, l'homme n'est plus qu'un être infime, oppressé par la végétation. Au cours de ses marches, sous des chaleurs accablantes, certains ont tellement soif qu'ils finissent par boire l'eau des marécages. Et ils avalent avec délice cette eau infecte, puante et boueuse. Les amibes, la dysenterie, ravagent le corps expéditionnaire. Mais ce sont les pieds les plus vulnérables. Marches trop longues, chaussures inadaptées, morsures de sangsues. Et surtout, les chausses-trappes. Un caporal confie à son frère « Ces pièges cachés, qui transpercent le pied, deviennent notre hantise. Chaque fois, c'est une blessure qui s'infecte, un sale coup pour le moral. Et puis 2 ou 3 d'entre nous mobilisés pour transporter le blessé. » L'aspirant Yves Arbello écrit « Mon vieux frère, ici, on est sans cesse sur le qui-vive. Hier, j'avais le cafard, je relisais tes lettres. Je revoyais nos petites auberges de campagne, les belles filles de chez nous, l'été de retour sur les terrasses. En sortant, sur la route, violent tir d'armes automatiques. Brusquement, nous sommes assaillis. Il a fallu se jeter dans le fossé, riposter. Je ne sais pas comment je suis encore en vie. Lorsqu'on est en force, on n'aperçoit jamais l'ennemi. Les embuscades sont réservées aux petits groupes. Après avoir frappé, l'ennemi s'évanouit dans la nature. Plus rien, juste des paysans dans les champs. Un autre aspirant écrit « Après une attaque, on fouille les villages alentours. Hier, nous avons trouvé un guérillero dans un de ces souterrains où ils cachent leurs armes. Mais combien d'autres dans les villages voisins ? Nous avons eu ordre de nettoyer le village. Ça signifie quoi, nettoyer ? Cet aspect moral préoccupe Pierre-Alban Thomas, un ancien résistant FTP proche des communistes. Il confie ses impressions d'Indochine à ce carnet. Comment les condamner? Ils s'opposent à une occupation étrangère. C'est ce que nous avons fait pendant la guerre avec les Allemands. Il se sent proche de ses adversaires, les partisans communistes qui réclament l'indépendance. Il est en désaccord avec sa mission et consigne ses états d'âme. Je suis illogique. Je suis un salaud. Ma conscience n'est pas tranquille. J'agis contre sa volonté. Mais quelle attitude adopter? Dans ce conflit, nous avons d'un côté le Viet Minh, nos frères de cœur. De l'autre, les Français, nos frères de sang, mes bons copains. Quelle atroce situation. À Paris, personne n'est prêt à reconnaître que l'Indochine tourne au piège. Le haut commandement affiche sa confiance. Il annonce que la campagne de l'automne 1947 a brisé l'élan du Viet Minh, que la circulation sur les voies d'eau est rétablie. Un optimisme que tempèrent les courriers. Un jeune capitaine écrit à son camarade de promotion. Ici, nous avons du mal à contenir cet adversaire imprévisible. Tout ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on nous a appris à Saint-Cyr. Quant à notre supériorité matérielle, elle ne nous est pas d'un grand secours dans ces terrains où les chars et les camions s'enlisent.
L'Indochine, c'est d'abord une guerre de fantassins. Chaumont-Guitry écrit 15 octobre 1947. Papa, si tu savais comme ces marches sont éprouvantes. Il faut s'arracher à la vase à chaque pas. La semaine dernière, dans ces conditions, nous avions fait 17 km en 5 heures. 5 heures épouvantables, les plus pénibles de ma vie à travers marécages et cours d'eau. Alors que nous nous approchions de la rive, les premiers tirs ont fait gicler l'eau à nos pieds. À ce moment, j'ai reçu une balle qui, heureusement pour moi, avait ricoché et ne m'a fait qu'une blessure légère à la tête. C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, il n'y paraît plus. D'autres n'ont pas eu la même chance. À Toulon, on décharge du porte-avions à Remanche plus de 500 cercueils, à l'écart, au bout d'un quai. L'un d'entre eux est celui d'Ivar Bello. Il a été tué dans une embuscade. Dans sa dernière lettre, il écrivait à son frère « Nous n'acceptons pas que notre sacrifice soit inutile. J'ai perdu des amis très chers. Quelquefois, en pensant à eux, des larmes me montent aux yeux. Comprends-moi, nous souffrons moralement de cet abandon du peuple français. » Ce sentiment d'abandon pousse les jeunes soldats à s'interroger. Pourquoi risquer sa vie en Indochine? Pourquoi combattons-nous? Dans son carnet, Pierre-Alban Thomas écrit « Qui se soucie du sang de nos camarades? Nous méprisons nos dirigeants qui nous ont plongés dans cette épreuve. » À Paris, on fait plus que jamais cette guerre à reculons, au hasard des gouvernements, des combinaisons, des alliances politiques. Le pays relève ses ruines, connaît toujours des problèmes de ravitaillement, d'inflation, de déficit public. Bref, l'Indochine c'est très loin, et ce n'est pas la préoccupation des Français. Alors les soldats ont besoin du courrier pour se convaincre qu'ils ne sont pas totalement oubliés, pour soutenir leur morale. Catherine écrit à son fiancé en Cochinchine. Je pense sans cesse à toi, mon amour. La nuit, je rêve que nous marchons dans cette belle nature dont tes lettres me parlent, avec ses fleurs et ses animaux étranges. Il n'y a plus de guerre. Nous sommes enlacés tendrement. Et brusquement, je me réveille. Alors je referme tristement les yeux et j'essaie de croire que c'est vrai quand même. De Toulouse, une mère de famille écrit à son mari. Mon Roland chéri, la fête des mères s'est bien passée. Les filles m'ont apporté un gâteau superbe, mais j'aurais tant aimé un gros baiser de mon mari. Entre ma grossesse et le manque de courrier, je suis à rude épreuve. Je ne peux plus vivre sans toi. Où es-tu? Quant à Madame Le Boudec, qui demande à son fils s'il est dans une zone exposée, que lui répondre? Le Vietnam ressemble désormais à une peau de léopard. Les taches que forme le corps expéditionnaire sont isolées au milieu des maquis Viet Minh. Pour circuler, il faut protéger les trains par des wagons blindés et des escortes. Le plus souvent, on fait précéder le convoi par une patrouille de légionnaires. Ils marchent en tête à tour de rôle. Il n'est pas rare de voir l'un d'eux sauter sur une mine. Dans ces trains se croisent ceux qui partent et ceux qui arrivent. En 1949, Pierre-Alban Thomas a fini son temps en Indochine. Il rentre épouser Luce, la marraine de guerre tombée sous le charme de ses lettres enflammées. De France arrive un lieutenant de 21 ans. Bernard est le fils du général Delattre de Tassigny. Il rejoint un poste au Tonkin. Il écrit à sa mère. Tout ce qu'on peut dire et croire à Paris n'est rien. Il faut être sur place pour se rendre compte de la situation. Ces trains,
On sait quand ils partent, rarement quand ils arrivent. Ce sont en permanence des coups de feu tirés de la jungle, des obstacles en travers de la voie. Bernard Delattre écrit « Maman, la voie ferrée vient de sauter 3 nuits de suite. Et à chaque fois, ce sont 100 rails qu'il faut changer. Autant dire qu'ils sont beaucoup plus forts que nous lorsque nous attaquions les trains allemands du temps de la Résistance. » Bernard Delattre se rend dans un fortin à une trentaine de kilomètres de Hanoï, au Tonkin. Pour se protéger du Viet Minh, on construit ces abris où les paysans viennent se réfugier comme dans le château fort du Moyen-Âge. L'Indochine se couvre de tours. On appelle cela la pacification. De son fortin, Bernard Delattre écrit à sa mère. « Ma chère maman, depuis 2 jours, je suis livré à moi-même dans ma nouvelle place forte. Nous sommes plongés dans la confection des barrières de bambou qui protègent les abords du village. Il faut toujours être prêt au pire avec des moyens minima du fait de la pauvreté de notre armée. Un de ses soldats écrit « La nuit, l'ennemi se glisse jusqu'au pied de notre fortin. Avec un porte-voix, il nous rappelle les douceurs de la vie en France. Il nous répète chaque soir « Camarades français, pensez à vos femmes et vos enfants. » Ces arguments font mouche sur des hommes harcelés par une question. Saura-t-elle m'attendre? L'un d'eux écrit « Mon cher trésor, ce soir j'ai envie de faire n'importe quelle bêtise, de reprendre le bateau, l'avion, pour retrouver tes bras, ma chérie. Crois-moi, je n'imaginais pas que ce serait si dur du point de vue moral. » Comment sortir vainqueur d'un affrontement avec cette Asie qui s'éveille? Les Anglais quittent l'Empire des Indes, les Hollandais l'Indonésie. La décolonisation est en marche. Pierre Alban Thomas répète « Nous gagnerions la bataille d'Indochine en ne la livrant pas. » De retour à Paris, il défile aux côtés du Parti communiste qui manifeste contre la guerre. On a publié des extraits de ses carnets dans l'Humanité. Le journal lance « Plus un sou, plus un homme pour la sale guerre ». À Marseille, les dockers refusent d'embarquer des armes à destination de l'Indochine. Les cas de sabotage ne sont pas rares. Bernard Delattre se plaint d'avoir trouvé du gravier dans les pistons et la boîte de vitesse des automitrailleuses qui lui ont été livrées. Cette hostilité en métropole conduit de nombreux militaires à un repli affectif sur l'Indochine. Un lieutenant écrit « Mon vieux Jacques, j'ai maintenant une gentille petite femme. » C'est ce qu'on appelle ici un mariage anamite, mariage aussi agréable que temporaire. On nomme ces jeunes femmes des kongai. Elles font à la fois fonction de servantes et d'épouses. Le lieutenant poursuit. « Je trouve ces femmes fines et apparemment soumises aux hommes, quoiqu'en leur fort intérieur, elles ne doivent pas nous trouver très malins. L'ennemi enrôle certaines de ces jeunes femmes. Ce sont les brigades d'amour d'Ho Chi Minh. » Et le lieutenant raconte. « Une créature de rêve s'est présentée à moi. Dans un excellent français, elle m'a annoncé qu'elle souhaitait être ma compagne. J'ai décliné l'offre avec regret. C'est très certainement le Viet Minh qui l'envoie pour obtenir des informations. » Tout le monde n'est pas aussi prudent. Bernard Delattre écrit à sa mère. « Cette vie d'assiégé au milieu du Viet Minh réclame le sens de l'observation et un bon interprète. J'en ai un excellent, fort heureusement, qui répond au nom de Hao. » Il découvrira quelques semaines plus tard que Hao a reçu 200 000 piastres pour faire sauter son poste et que les plans sont déjà aux mains du Viet Minh. Distinguer l'ennemi de l'ami, c'est l'incertitude permanente dans cette guerre.
Qui sont nos partisans? Qui sont nos adversaires? S'interroge Chaumont Guitry. Il écrit: Personne ici n'apprécie les Français. Nous faisons trop de maladresse. Tout le monde réclame l'indépendance totale. La seule différence, c'est que les uns la veulent avec le Viet Minh et les autres sans lui. À côté de ceux qui maintiennent l'ordre autour des postes, de nouveaux combattants sont apparus en Indochine, les parachutistes. Troupes d'intervention engagées pour créer la surprise, ils frappent le Viet Minh là où il ne les attend pas, au cœur de la jungle. Lucien Le Boudec saute ce jour-là avec sa caméra et enregistre ces images. Plus tard, il fait le récit de ses aventures à sa mère. C'est une vie sans liaison avec le monde civilisé. Ici, il n'est plus question de tricher, de vouloir paraître autre chose que ce que l'on est. Après nos 50 jours d'opération ininterrompue, nous avons dû attendre des parachutages de ravitaillement, qui ne venaient pas à cause du mauvais temps. Imagine la misère, trempé, mangeant froid, dans la boue en permanence avec juste un slip et une paire de chaussettes de rechange. Enfin, les avions nous ont repérés. Nous nous sommes jetés sur les boîtes de conserve et les biscuits vitaminés. Le plus dur ici, c'est de ne pas transformer nos soldats en pillards. Après 2 ans dans cette errance, où ils doivent être prêts à tuer à tout moment, il est difficile de rendre à une vie civile normale ces jeunes de 20 ans. Ces combats sans front, sans objectif précis, laissent aux militaires français le sentiment que seuls, ils ne viendront jamais à bout du Viet Minh. La France doit trouver un allié vietnamien, une réponse politique à Ho Chi Minh. C'est l'ex-empereur de Nam, Bao Dai, qui au sud va prendre la tête d'un État du Vietnam. Son armée va combattre les communistes aux côtés des Français. De guerre coloniale, le conflit tourne à la guerre civile. Des Vietnamiens s'affrontent dans chaque camp. Madame Le Boudec, qui entend parler de franco-chins chinois, de méos ou de caodaïstes, s'y perd. Son fils lui répond. Dans ta lettre, tu me dis qu'en lisant les journaux, tu ne comprends rien à cette guerre d'Indochine. Nous ici, nous ne la comprenons pas davantage. En plus, lorsque je rentre en ville et que je filme ces civils qui se prélassent et prennent du bon temps, j'éprouve comme mes camarades un certain malaise. Le courant ne passera jamais entre coloniaux et militaires. Delattre confiera à son fils et dire que ce sont pour les hommes d'affaires et leur sale argent que mes soldats se font tuer. Un aspirant, lui, fait part de son indignation. On n'entend parler en ville que d'opérations financières, de contrebande d'or, de trafic de piastres. À Saïgon, chaque nuit, des sommes énormes changent de main dans les arrière-salles insondables des restaurants, des fumeries, des bordels, des boîtes de nuit et des salles de jeu. Mais le tournant de la guerre est proche. Mao et le communisme prennent le pouvoir en Chine en 1949. Événement majeur qui va soulever espoirs et craintes en Indochine. Les soldats français installés au Tonkin voient affluer des dizaines de milliers de combattants nationalistes qui fuient la Chine communiste. Un lieutenant note dans son carnet: que se passerait-il si Mao disait à ses troupes: après la Chine, il faut aussi libérer l'Indochine des Français. Nous serions jolis si 200 000 Chinois débarquaient dans notre dos. À Paris, Madame Le Boudec s'inquiète. Cette guerre n'en finira jamais.
le Viet Minh est maintenant adossé à un allié de 600 millions d'habitants. Son fils tente de la rassurer. Chère maman, j'ai reçu hier une lettre où tu paraissais te faire beaucoup de soucis, ce qui est injustifié. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, je ne risque rien. Pendant que tu te tracassais, j'étais vraisemblablement en train de faire une partie de volley-ball sur le terrain que nous venons d'aménager. On joue, mais le cœur n'y est pas. Tous ont en tête l'évacuation désastreuse de Cao Bang sur la frontière chinoise. 2000 morts et 3000 prisonniers. Dans une nouvelle lettre à sa mère, Lucien Le Boudec ne peut cacher la vérité. 4 de mes camarades de Saumur ont été tués dans une embuscade. Et mon pauvre ami, le lieutenant Saintard, a succombé dans les bras de sa femme, qui venait tout juste de débarquer de France. Parfois, c'est aussi de France que viennent les mauvaises nouvelles. Roger, je sais que je vais te faire de la peine, mais j'estime qu'il est préférable que nous vivions désormais notre vie chacun de notre côté. J'ai rencontré pour ma part un homme, mais ne t'inquiète pas pour le petit. Nous nous en occupons très bien pendant ton absence. Après, nous attendrons la décision du tribunal. De France, un père tente d'atténuer la brutalité d'une nouvelle. Il écrit « Eugène, mon cher fils, ma mission est ce soir des plus pénibles. Ta maman que tu aimais tant n'est plus. En lui disant bonsoir tout à l'heure, c'est ton baiser que je déposerai sur son front. Ton père malheureux, qui t'aimera désormais pour deux. » Quant à Chaumont-Guitry, il écrira ce dernier courrier. Chers parents, je suis rapatrié dans 3 mois. Tout va bien. Je ne pourrai pas écrire d'ici longtemps, mais soyez sans inquiétude. Nous ne risquons rien là où nous allons. Ce serait trop bête de se faire trouer la peau maintenant. C'est son chef de corps qui écrira la lettre suivante à ses parents. Madame, Monsieur, j'ai la douloureuse mission de vous informer du décès de votre fils. Il a été blessé d'une rafale de fusil mitrailleur aux environs du village de Cao Kang. Ses camarades n'ont rien pu pour lui. Jusqu'au bout, il a fait preuve de courage. Nous avons célébré ses obsèques. Son corps repose à Vinh Long. Le corps expéditionnaire jalonne sa route de tombe. Ces hommes sont lassés par la routine d'une guerre interminable. On les a oubliés. Ah, si au moins nous avions un véritable chef, entend-on. Ce que Bernard Delattre traduit dans une lettre à sa mère par « Dis à papa que nous avons besoin de lui, ici, en Indochine ». C'est aussi l'avis du gouvernement. Le général Delattre, auréolé des succès de la libération de la France, est nommé commandant en chef en Indochine. Il a l'intention de faire parler de lui et de cette armée qui se croit oubliée. Dans son uniforme blanc, il en impose autant qu'il exaspère parfois. Il retrouve son fils, dont il est séparé depuis 1 an et demi, et qui écrit aussitôt « Ma chère maman, je suis allé accueillir mon père à Saïgon, toujours aussi dynamique. Ça remonte sérieusement le moral. » Et à l'intention de sa mère qu'il sait en mauvaise condition physique, il prévient « Surtout ne viens pas, je t'en supplie. C'est une folie de risquer ta santé dans un voyage si long et fatigant, et dans un pays au climat particulièrement éprouvant. » Et pourtant, quelques jours plus tard, sa mère se pose à son tour à Hanoï. Le général a insisté. Faire venir son épouse, c'est montrer qu'il est confiant dans la victoire.
Il se fait accompagner de son fils pour s'informer de l'état d'esprit des jeunes officiers dans les unités. Delattre se fait voir partout au milieu de ses troupes. En quelques mois, il réveille le moral de ce corps expéditionnaire qui commence à relever la tête et renoue avec la victoire. Il convoque la presse. Ce n'est pas la peine de gagner une bataille si personne ne le sait. Il commande de filmer intégralement l'opération Méduse, à laquelle son fils va participer. En Indochine, la bataille fait à nouveau rage dans le secteur méridional du delta tonkinois. Pour la possession de chaque piton calcaire dominant la rivière Dai, de sanglants corps à corps sont engagés, le Viet Minh ayant lancé dans la bataille près de 45 000 hommes. Diffusées en France, ces images tirent de l'oubli les combattants d'Indochine. Elles ne rassurent pas nécessairement leur famille. Bernard Delattre écrit à sa mère. Ma chère maman, tu dois être un peu affolée de recevoir aussi peu de courriers, mais nous patrouillons sans cesse. 22 jours d'opération, toujours à pied, sans repos. Des rumeurs circulent. Le Viet Minh chercherait à capturer le fils du commandant en chef. Quelques jours plus tard, Bernard est chargé de reprendre une position à l'ennemi, près du rocher de Ninh Binh. Le 29 mai 1951, il note « Ça grouille de Viet. Il va y avoir du grabuge. Il faudra tenir jusqu'à demain et l'arrivée des renforts. » Les renforts ne parviennent qu'au lever du jour. Trop tard. Au milieu des ruines, on retrouve les corps de Bernard et de ses hommes. Le cercueil de Bernard Delattre est ramené à Hanoï. Coup terrible pour son père, déjà miné par la maladie. Il ne survivra pas à son fils. Quelques mois plus tard, il décède à son tour. Le général Delattre est fait maréchal de France. Il reçoit des obsèques nationales. La douleur de cette mère et de cette épouse ainsi mise à nu va tirer le conflit indo-chinois de l'indifférence dans laquelle il avait si longtemps été tenu. Personne ne pourrait plus ignorer le coût humain et moral de cette guerre. Il faudra encore plus de 2 ans pour mettre fin à ce conflit. Du Tonkin, Lucien Le Boudec écrit toujours à sa mère. Ma chère maman, nous faisons des journées de 24 heures. Nous avançons à travers la jungle au coupe-coupe. Imagine la fatigue, la soif, la sueur, le soleil qui brûle les yeux, le manque de sommeil et la mauvaise nourriture. Je ne te parle pas de la tension d'esprit, partout des pièges redoutables. Hier, une mine a explosé sous les pieds de mon camarade le sergent Castillo. Soins immédiats, garrot, civière de fortune. Mais malgré l'arrivée du Toubib, il est mort 1 heure après. Et à la misère physique de nos hommes, trempés, pataugeant en permanence, s'ajoute un malaise moral, né de l'inanité de notre lutte. De toutes parts, maintenant, les unités repliées convergent sur Nassan. Le Boudec écrit toujours à sa mère. Maman, si tu vas au cinéma cette semaine, tu pourras peut-être nous apercevoir aux actualités. Le caporal-chef Pierre Schoendorfer nous a filmés sortant de ses 3 mois de brousse.
Nous avons connu ce jour-là nos derniers accrochages. On nous a enfin envoyés au repos dans le camp retranché de Nassan. Nassan, c'est la riposte que le commandement en chef a trouvée pour écraser le Viet Minh. Le général Salan a fait édifier un camp fortifié, une piste d'atterrissage, une solide artillerie et 12 000 hommes. Il s'agit en fait d'attirer le corps de bataille ennemi pour le briser. Lucien Le Boudec écrit « Ma chère maman, le facteur ne t'a guère rendu visite ces jours derniers. Mais tranquillise-toi, je suis à l'abri à Nassan. C'est parfaitement calme. » Le Viet Minh n'est pas en état d'attaquer, croit-on en haut lieu. Pourtant, quelques nuits plus tard, les obus éclatent partout autour de lui. Lucien s'abrite dans une fosse, sous des rondins. L'eau a envahi ma tranchée. Je me dispute avec les puces, les moustiques. C'est infesté de rats, et je viens de choper une dysenterie. Je tente de me soigner, mais rien ne marche. Les assauts de l'adversaire vont se briser sur le camp retranché. Les Français se retirent de Nassan quelques mois plus tard. Évacué sanitaire, Lucien, lui, est déjà à Hanoï. 7000 morts côté Viet Minh. Le corps expéditionnaire a tenu, mais il laisse derrière lui des dizaines de Français et de supplétifs vietnamiens qui vont demeurer pour toujours à Nassan. Lucien Le Boudec a retrouvé l'hôpital d'Hanoï, où il avait fait un séjour après une blessure à la jambe. Il écrit « Chère maman, ça n'en finira jamais. J'ai eu une nouvelle dysenterie. Heureusement, elle est maintenant enrayée par des doses massives de pénicilline et des quantités faramineuses de cachets. Il aura droit à quelques jours de repos. Il va faire du tourisme à Hanoï. Il filme ce pays dont il est sous le charme. Ses repas exotiques, sa politesse raffinée, ses aventuriers, ses tonkinoises. Et le fleuve rouge qui déborde à chaque passage de la mousson. Il retrouve aussi des centaines de militaires d'état-major, planqués dans les bureaux le jour et le soir dans les bars. Chaumont-Guitry avait écrit « Trop d'engagés ne sont venus ici que pour attraper du galon et gagner une solde plus élevée. Ils ne croient à rien, vivent comme des imbéciles en attendant de s'acheter un café en France pour empoisonner leurs semblables en faisant de la politique de comptoir. » À l'automne de 1953, les maquisards du Viet Minh, sous les ordres du général Giap, sont devenus une redoutable armée. 3 divisions se rassemblent dans le nord-ouest du Tonkin. Pour leur barrer la route, l'état-major français a décidé d'envoyer les parachutistes, dont le bataillon Bijard, auquel appartient le Boudec. Ils partent vers Dien Bien Phu. C'est l'opération Castor. Avant de partir, Lucien a écrit à sa mère. « Au cas où il m'arriverait quelque chose, il faudrait que tu penses à réclamer l'argent de mon compte chèque postal. N'en déduis surtout pas que j'ai des idées noires, ni que je sois inquiet, mais il vaut mieux tout de même que tu sois prévenu. » Dien Bien Phu est à l'époque occupé par le Viet Minh qui veut en faire une base de départ pour attaquer le Laos. Lucien note. Nous sommes tombés près d'une rizière. Et là, la bagarre a vraiment commencé. Je n'ai pas eu peur ce jour-là.
j'ai connu cette étrange euphorie du combat, qui nous pousse en avant, alors que chaque instant peut être le dernier. Lorsque l'ennemi s'est retiré, nous avions 3 blessés et 1 tué. Plus tard, Lucien Le Boudec tourne ces images de Dien Bien Phu, tandis que se poursuivent les parachutages. Les enfants sont curieux de voir de près ces hommes qui ne cessent de tomber du ciel. Les adultes, eux, fuient Dien Bien Phu. Ils ont compris que la guerre est là. Lucien filme son chef, le commandant Bijard, et ses camarades du bataillon de parachutistes. De partout, des troupes françaises rallient la cuvette de Dien Bien Phu pour créer un nouveau camp retranché comme celui de Nassan. Cette zone cernée de montagnes, est-ce une position tenable, s'interrogent certains. Paris n'intervient pas. C'est toujours l'instabilité gouvernementale, l'indécision dès qu'il s'agit de l'Indochine. Les séances parlementaires consacrées à la guerre se succèdent. De Dien Bien Phu, Lucien Le Boudec écrit. C'est avec inquiétude que nous avons suivi à la radio les débats sur l'Indochine. La France se battra, disent-ils. D'accord, mais eux restent assis dans leur fauteuil. Le gouvernement a nommé un nouveau commandant en chef, le général Navarre. Il cherche une sortie honorable. Personne ne croit plus à la victoire militaire. On espère simplement négocier en position de force. Navarre ordonne de réaliser à Dien Bien Phu une place fortifiée, protégée par des barbelés, avec des boyaux et des tranchées, comme en 14-18. Le Boudec écrit « Nous passons notre temps à creuser des trous. Je me demande parfois combien de mètres cubes de terre nous avons pu déplacer dans une journée. » Malgré tout, Lucien ne se sent pas en sécurité. Il poursuit sa lettre. À Dien Bien Phu, nous sommes attachés comme une chèvre à son piquet. Nous sommes la proie chargée d'attirer le tigre Viet Minh. Cette situation ne me plaît guère. Heureusement, notre bataillon doit rentrer à Hanoï. Et ce qu'il ignore, comme le haut commandement, c'est que d'interminables colonnes de fantassins Viet Minh poussent des bicyclettes surchargées d'armes et de vivres, de jour comme de nuit, vers les hauteurs de Dien Bien Phu. Ils parviennent même à hisser de puissants canons de 105. Des centaines de camions Molotov chinois sont mobilisés. L'Union soviétique et la Chine arment le Viet Minh. De son côté, l'Amérique livre des avions et du matériel à la France. Les Occidentaux veulent contenir l'expansion communiste. La guerre d'Indochine est devenue un affrontement Est-Ouest. En 1954, les États-Unis financent plus de 80% de nos dépenses de guerre. C'est de l'argent américain, mais c'est le sang français, protestent les communistes. Au printemps, 50 000 soldats de Giap assiègent Dien Bien Phu, soit 5 fois plus que les défenseurs du camp retranché. Un adjudant écrit à son épouse. « Monique chérie, mais tout petit. On attend, mais que signifie ce calme ? On voudrait bien qu'ils se décident. Ils cherchent à nous étouffer. C'est pourquoi nous sortons sans cesse pour tenter de les accrocher en race campagne. » Ces sorties pour desserrer l'étau Viet Minh autour du camp se font de moins en moins efficaces et de plus en plus meurtrières. Le Boudec écrit à sa mère. Nous attendons quand même des négociations avec hâte, car tu imagines bien que les combattants sont les premiers à souhaiter la paix. C'est le 13 mars 1954 que le général Giap lance son attaque.
Il commence par écraser l'est du camp retranché sous des milliers d'obus. Une puissance de feu totalement inattendue. Un choc qui sème la pagaille chez les défenseurs. Les fantassins Viet Minh montent à l'assaut du bastion Béatrice, vague après vague. Le Viet Minh finit par enlever les positions tenues par la Légion. Dans les semaines qui suivent, Giap poursuit son harcèlement du camp, qui riposte de toutes ses armes. Il décide alors de viser le cœur du dispositif. Il fait bombarder la piste d'atterrissage qui devient bientôt inutilisable. Le dernier avion décolle le 27 mars. Tout contact est rompu avec l'extérieur. Plus de courrier. Le Boudek, de retour à Dien Bien Phu, expédie ce dernier télégramme à sa mère. Suis en bonne santé. Écrirai dès que possible. Lucien. Jour après jour, les tranchées du Viet Minh progressent vers le camp, poursuivent l'encerclement. Fin avril, personne ne croit plus au miracle. Dien Bien Phu est devenu un enfer. Le Boudek note. Morts et vivants se mêlent dans la boue. L'air est devenu pestilentiel avec tous ces cadavres que nous n'arrivons plus à enterrer. Il ne nous reste plus rien à manger, juste du riz et des sardines. Début mai, Lucien continue à prendre des notes succinctes et terribles. 20 heures de cauchemar. Mon camarade de promotion à Saumur, mon ami Gaven, a été coupé en deux par un obus. Il a mis 2 heures à mourir. Dans des notes retrouvées après sa mort, un sergent a écrit « Cher ange, je relis sans cesse tes lettres. Ça m'aide à supporter ce maudit tintamarre. Nous avons été pilonnés toute la nuit. 3e jour sans dormir. Je n'ai pas le cœur à rire, tu sais. Personne ne peut imaginer ce que c'est. » Le 5 mai 1954, le Boudek est blessé pour la 4e fois. Il raconte. Un éclat d'obus. Ma bouche s'est remplie de sang. Je me suis senti partir. J'ai perdu connaissance. Il est transporté au bloc, où les chirurgiens opèrent nuit et jour jusqu'à l'épuisement. À l'heure du cessez-le-feu, le 7 mai 1954, il est toujours sous anesthésie sur la table d'opération. Il se réveillera entouré des soldats du Viet Minh. Lucien est entassé avec d'autres blessés dans un camion sans aucun soin. Comme 9000 prisonniers, il part pour un long calvaire. Il devra finir à pied les 700 km qui le séparent de son camp de détention. Dans la nuit, la France prend connaissance de la défaite, mais pas du sort des combattants. Madame Le Boudek ignore si son fils est mort ou prisonnier. Le lendemain, à Genève, Mendès France, nouveau chef du gouvernement, retrouve pour des pourparlers de paix américains, chinois, russes et délégués du Viet Minh. Plus question de négocier en position de force. En juillet 1954, Mendès France signe l'accord qui met fin à la guerre. Le Vietnam est coupé en deux. Un nord communiste, un sud pro-occidental. 1 million de réfugiés quittent la nouvelle République du Nord-Vietnam. Ils prennent la route de l'exode. Six semaines après la chute de Dien Bien Phu, Maria Le Boudek reçoit cette lettre de la Croix-Rouge. Son fils aurait été aperçu le 25 mai par un de ses camarades. Il serait vivant. Lucien sera libéré en septembre 1954. Il rentre à Hanoï,
où il est accueilli avec d'autres survivants, dont Pierre Schoendoerfer. Lucien Le Boudec écrit : Ma chère maman, depuis 6 mois je compose mentalement cette lettre, et aujourd'hui je ne sais pas par où commencer. Libre depuis hier, je dois être hospitalisé systématiquement, comme tous mes camarades, même si j'ai eu la chance d'échapper à ces maladies qui ont décimé nos rangs. Néanmoins, je dois passer une radio, pour savoir où se trouve l'éclat d'obus qui a eu l'idée de se loger dans mon poumon le 31 mars. Lucien pèse 42 kilos. Comme tous ses compagnons, il a l'air d'un revenant. « 60% des prisonniers ont laissé leur vie dans ces camps en quelques mois. » Dans son ultime lettre d'Indochine, il écrit : dans ces moments poignants, c'est peut-être la musique qui traduit le mieux la complexité de nos sentiments. Il cite le Requiem de Fauré. « 60 ans plus tard, dans sa maison des Cévennes, il achève la lecture de ces dizaines de lettres échangées avec sa mère. Il insiste aussi pour qu'on parle de ses films, des camarades qu'il accompagnait en février 1954, et dont presque aucun n'est revenu de Dien Bien Phu. Il a conclu : lorsque je revois ces images, je crois retrouver un cimetière. Et puis, il s'est éteint quelques semaines après notre rencontre. Il a rejoint Yves Arbelot, Guy de Chaumont-Guitry, Bernard Delattre, plus de 80 000 soldats morts sous les couleurs françaises. Morts pour une nation qui ne parvenait pas à faire le deuil de son empire.